En 2009, je suis passé de stagiaire à gérant de l'entreprise et associé dans laquelle je travaillais. Ça n'a pas été facile du tout. Cette même entreprise a été revendue en 2014 à un des leaders du marché. Le Christophe de 2002 a dû évoluer pour faire tout ça. Depuis 2016, j'ai accompagné plus de 800 dirigeants et managers sur le terrain pour les aider à atteindre une croissance stable et sereine avec une équipe alignée sur les mêmes objectifs. Je vois toujours la même chose, toujours le même point de départ. Savez-vous ce qui limite réellement la croissance de votre entreprise, de votre business unit ou de votre équipe? Finalement, c'est vous. Pour changer votre entreprise et la faire grandir, il faut progresser soi-même. Et la première étape, c'est de débloquer toutes ces idées fausses qui freinent son développement et celui de ses collaborateurs et au final de son entreprise. Après plus de 15 ans à entreprendre, des dizaines de boîtes à accompagner et des milliers d'heures de conversations en plus de 10 ans, j'ai compilé 30 idées à déconstruire pour révolutionner ta manière de manager. Que tu sois dirigeant ou manager, ces 30 modèles mentaux vont t'aider à voir ce que tu fais au quotidien différemment et à gagner en leadership et in fine changer la trajectoire de ta boîte et relancer ta croissance. Je vais te les présenter aujourd'hui, mais juste avant, pour te prévenir, chaque vidéo a été enregistrée séparément et tu peux les retrouver au format short sur cette chaîne. Donc ne sois pas surpris si le format peut paraître redondant, si les transitions sont parfois abruptes. Je vais aussi te recommander pas mal de ressources, mais tu trouveras tout dans la description. Alors concentre-toi bien sur le fond, c'est le plus important. Reste bien attentif et prépare-toi à changer d'avis. Cette entreprise de jeux vidéo a fait un test sur son propre service client et le résultat choquant nous montre l'importance de l'apprentissage continu. Les meilleurs enseignements ne viennent pas de nos diplômes. Pourtant, on nous pousse à réfléchir comme ça. Oui, les diplômes ont de l'intérêt, mais l'erreur, c'est de penser qu'ils nous équipent pour toute notre carrière professionnelle. Et pourtant, le monde du travail néglige l'apprentissage. On cherche avant tout la conformité en contrôlant sans arrêt, ce qui provoque ennui, perte de compétitivité, des problèmes quand la formation initiale ne suffit plus. L'entreprise de jeux vidéo Blizzard a compris l'importance de l'apprentissage continu en découvrant que les seniors de son service client révélaient plus d'informations confidentielles que les nouveaux qui venaient d'être juste formés. Pour rétablir l'apprentissage continu, il existe une méthode éprouvée sur 70 ans que j'ai pratiquée avec plus de 800 dirigeants et managers. J'ai écrit un article sur le sujet, le lien est dans la description. Dirigeants pensent que la croissance est le résultat de l'optimisation du business. Mais penser comme ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça t'amène inconsciemment à considérer le client comme une ressource à trouver, plus à exploiter. Le deuxième, c'est qu'on évolue à huis clos en essayant de développer ce qu'on sait déjà faire alors que la croissance est dans ce que l'on ne sait pas encore faire. Et plus précisément dans l'introduction régulière de nouveaux produits qui apportent toujours plus de valeur aux clients. Comment on fait? En résolvant les problèmes de l'entreprise au quotidien et en mettant concrètement l'accent sur les besoins et la satisfaction des clients. Pour ça, il y a des outils que tu peux incorporer pour constamment aligner ton produit aux besoins du client et taper juste à chaque fois. C'est ça la clé de la croissance durable et je te montre en détail comment faire dans un article complet. Certains CEO passent plus de temps à réparer les erreurs qu'à faire avancer la boîte. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps à élaborer des stratégies dans leur bureau fermé, en réfléchissant pendant des heures à ce qu'il faut en plus. Plus de leads, plus de produits, plus de collaborateurs, plus, etc. C'est ce que j'ai trop souvent constaté en accompagnant plus de 800 managers et de dirigeants. Résultat, des coûts inutiles, du gaspillage, des retards, de la perte de rentabilité, perte de sens, dilution de valeur et voire risque de faillite. Au lieu de toujours ajouter, essayons de retirer. Pour y parvenir, la solution n'est pas dans plus de stratégie, ni dans plus de process. Non, ce qu'il faut, c'est aller là où les choses se passent sur le terrain. Je te dis exactement comment faire dans un article dispo dans la description. Si tu es dirigeant ou manager, il faut que tu le lises. Toutes les entreprises peuvent vivre ça, même rares sont celles qui sont préparées. Après des mois, voire des années de travail, le chiffre d'affaires décolle et l'équipe s'agrandit. Puis les problèmes arrivent, les projets s'accumulent, on fait des erreurs, ça crée du stress, les clients sont mécontents, les profits chutent. À ce stade, 90% des dirigeants font deux erreurs. Ils essayent de tout contrôler, ils embauchent des managers et multiplient les procédures. Ça peut fonctionner au début, mais en réalité, tu freines ta propre croissance et pousses au désengagement. Pour te dire, j'ai carrément
quitter une collaboration dans laquelle on voulait me faire signer un processus insensé. Ce qu'il faut pour une croissance durable, c'est aider tes équipes à réfléchir et à apprendre. Il y a une méthode pour ça. Je l'ai moi-même utilisée avant de revendre mon entreprise et aider plus de 800 dirigeants à l'adopter. Je t'explique tout ça dans l'article en description. Et crois-moi, tu seras content de l'avoir lu. Quand tout le monde est occupé à 100%, on a l'impression d'avancer. Pourtant, c'est une illusion. Souvent, tout le monde travaille dur, mais pas sur ce qui compte vraiment. Résultat du gaspillage, du temps perdu, des coûts inutiles, beaucoup d'efforts, etc., etc. Ce n'est pas en poussant tes équipes à leurs limites que tu vas garantir la qualité ou l'efficacité. Par contre, c'est un excellent moyen de détériorer la relation avec eux ou de les pousser jusqu'au burn-out. La vraie performance vient quand on prend du temps de s'arrêter et d'identifier et de résoudre les vrais problèmes. Avec des relais bien pensés en place pour que chacun puisse travailler sans effort inutile. Quand on apprend à révéler les problèmes dans des conditions stables, c'est là qu'on avance et que la confiance se crée. Et j'ai écrit une série d'articles où je te montre comment créer des conditions nécessaires pour que le travail se fasse naturellement et non pas sous une pression constante. Le lien est dans la description. Il y a des défis qui testent ton entreprise, parfois même jusqu'à menacer sa survie. Et c'est dans ces moments critiques que sa véritable résilience se révèle. C'est ce que vivent les leaders de l'industrie automobile avec l'essor des véhicules électriques. Ce genre de problème profond ne se résout pas à coup de grands objectifs. Pour rester résilient dans un environnement qui change, il faut un engagement et un alignement complet au sein de ta boîte. Et pas un fonctionnement en silo avec des départements qui protègent leur territoire en ignorant le progrès global. Atteindre cette synergie passe par une mise en avant du travail d'équipe et d'apprentissage. Il y a un principe pour ça qui s'appelle catch the ball, attraper la balle en français. Il te permet de challenger et d'aligner toutes tes équipes sur un objectif commun qui pousse la boîte dans la bonne direction. J'ai écrit un article complet où je t'explique en détail comment implémenter ça. Le lien est dans la description. Tous les jours, des managers prennent cette douche froide. Ils font un plan d'action béton avec des objectifs et des KPI. Ils sont confiants, ils visualisent déjà la réussite, puis l'arrêté du terrain les rattrape. Des retards inexpliqués à cause de problèmes de dernière minute, des solutions qui sont totalement hors sol et des problèmes après lesquels ils courent sans les résoudre. Au final, ils débriefent pour mieux anticiper la prochaine fois, mais c'est trop tard et la même situation finit par se répéter. Alors, comment faire? C'est comme pour les équipes de foot ou de basket. Oui, on définit une stratégie pour le prochain match, mais sur le terrain, on se concentre sur la tactique et l'adaptation. Dans ta boîte, ça veut dire de voir en temps réel ce qui bloque pour réagir et t'ajuster. Et pour ça, j'ai 2 outils que j'ai testés sur le terrain en accompagnant plus de 800 managers et de dirigeants. Je te montre en détail comment les utiliser dans l'article en description. Il y a un truc que j'ai compris il y a 10 ans en perdant 100 000 € sur un produit dont un client n'a pas voulu. C'est que les meilleures décisions stratégiques ne se prennent pas dans les bureaux de la direction. Une stratégie totalement déconnectée de la réalité opérationnelle entraîne des dommages sur le moral de tes équipes, le talent, l'innovation, le chiffre d'affaires et bien sûr sur ta rentabilité. Encore aujourd'hui, après avoir accompagné plus de 800 managers et dirigeants, je vois trop souvent les mêmes cycles de management bureaucratique. Pourtant, leurs conséquences sur la croissance sont désastreuses, car ils laissent de côté 2 piliers majeurs, l'apprentissage et surtout le terrain. Avant de prendre des décisions, un dirigeant doit cibler les vrais problèmes en étant au cœur des opérations. Bonne nouvelle, il existe une autre méthode qui te permet de le faire et créer d'excellents produits avec la conséquence qui va avec. Je t'explique tout ça dans un article, le lien est dans la description. Souvent les intuitions du CEO sont bonnes, c'est même pour ça que tu as réussi ta boîte, ah ouais. Mais parfois, elles coûtent cher à la boîte. C'est ce que j'ai compris il y a des années en déployant une solution de publicité dynamique pour un client avant de me rendre compte qu'on avait trop investi par rapport aux besoins du client réel. Le problème, c'est qu'il faut parfois du temps avant de constater que ces idées que tu as poussées n'étaient pas les bonnes, car peu de collaborateurs vont oser te contredire sur le moment. C'est donc à toi d'aller confronter le plus rapidement possible tes intuitions sur le terrain avec un minimum d'investissement. Ton équipe n'a pas besoin de certitude, mais d'un espace dans lequel on explore, teste, apprend, et toi, CEO compris. J'ai écrit un article où je te montre 5 principes qui prônent l'apprentissage et l'adaptation continue. Et je t'explique comment les appliquer pour éviter les pièges des intuitions non vérifiées. Le lien est dans la description.
et chacun faisait correctement son boulot, alors tout irait mieux. Non, le problème c'est que la boîte ne peut pas avancer si chacun pense qu'à ses propres objectifs personnels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec la croissance, les compromis augmentent. Acheter au meilleur prix ou minimiser les stocks, vendre plus ou améliorer les conditions de production. Résultat, on travaille en silo et chaque département est concentré sur ses propres objectifs, sans considérer l'harmonie totale de la boîte. En plus d'être isolé, chaque silo finit naturellement par se déresponsabiliser. C'est le moment de sortir la tête des objectifs et apprendre à collaborer dans toute la boîte face aux grands défis. Mais pas en faisant 10 réunions par jour. Il y a une autre manière de faire. Et c'est ce que le numéro 1 mondial de l'automobile a mis en place pour sortir une première voiture hybride sur le marché en moins de 5 ans. Je t'explique ça dans l'article en description. Piloter une boîte à partir des résultats financiers, c'est conduire dans le rétroviseur. Ça te donne une vision rétrospective sans aucune flexibilité. En plus, mets-toi à la place de tes collaborateurs. Ils entendent parler de chiffre d'affaires, fonds de roulement ou d'EBITDA. De 1, tu leur parles une autre langue, et de 2, tu leur mets pas de savoir ce qu'ils peuvent faire à leur propre niveau pour contribuer au succès de la boîte. Pourtant, ils peuvent être concrètement impliqués dans la réussite financière. Le point de départ, c'est reconnaître que la finance et les opérations sont les deux faces d'une même pièce. Pour définir les bons indicateurs, en te basant sur 5 axes de performance bien profit qui relient tes métriques financières au terrain. Pour ce faire, il y a un outil particulier qu'utilise Blablacar pour être numéro 1 dans le monde. Je t'explique tout ça dans l'article en description. Je te montre en détail comment aligner les enjeux de profit avec le travail quotidien de tes équipes. Quand j'ai débuté comme manager, j'avais l'impression de devoir tout contrôler. Je voulais que les choses soient faites exactement comme j'imaginais et je souffrais sans m'en rendre compte. Puis j'ai compris que manager, ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mon équipe était capable de faire du très bon travail et mon rôle, c'était de les aider à réussir en gérant les problèmes de coordination et de formation et en créant les bonnes conditions de travail pour leur donner envie de se challenger et d'aller plus loin dans l'entreprise. C'est ce qui fait la différence entre un manager qui finit en burn-out à force de tout micromanager et un manager qui atteint ses objectifs avec une équipe alignée et en constante progression. Pour passer de l'un à l'autre, il y a 3 postures indispensables que tu dois développer. J'ai écrit un article où j'explique en détail, le lien est dans la description. Arrête de t'épuiser en gérant 20 projets à la fois. J'ai vu cette situation arriver trop bien souvent. La boîte est en pleine croissance avec 2 ou 3 collaborateurs performants qui la tirent vers le haut. Puis les projets se multiplient, on les promeut et on les fait intervenir de partout. Mais en essayant d'aider tout le monde, on finit souvent par n'aider personne. Les équipes se retrouvent isolées, la frustration monte, les erreurs se multiplient et on appelle à l'aide les mêmes managers qui frôlent déjà le burn-out. C'est un cycle infernal qu'il faut briser. Et pour y arriver, la solution n'est pas dans plus de pro-sales, elle se trouve dans ton équipe. Certains collaborateurs ont le potentiel pour former les équipes à la qualité et à les rendre plus autonomes. Dans la description, tu trouveras un lien vers un article où je t'explique en détail comment révéler ces futurs leaders et créer une équipe soudée qui va accélérer ta croissance. Il y a un truc que tu fais inconsciemment en tant que manager et qui sabote ta croissance. Ce piège, c'est de te concentrer sur les gros problèmes de la boîte. Chaque problème est une chance d'apprendre et de grandir. Mais plus le problème est grand, plus il est long à résoudre et ça te prive de beaucoup d'apprentissage. En t'attaquant aux petits problèmes, tu engages tout le monde dans l'amélioration continue. Mais si tu les laisses de côté, tu le dis sans le savoir à tes équipes que seuls les problèmes de la direction comptent et pas les leurs. Alors qu'ils sont difficiles à appréhender pour eux. Les petits problèmes mis bout à bout changent ou peuvent changer la trajectoire de la boîte. Et c'est avec cette philosophie que j'ai accompagné plus de 800 dirigeants pour booster leur croissance de manière stable et sereine, notamment à l'aide d'une méthode inspirée de la science et que je te dévoile dans l'article en description. À
C'est pas en avalant des antibiotiques que tu découvres pourquoi tu chopes la même angine 4 fois par an. Et c'est pareil pour ta boîte. Je m'explique. L'objectif de la résolution de problèmes, c'est pas de résoudre des problèmes. Ça peut paraître absurde, mais il faut que tu comprennes ça pour que ta boîte grandisse. Aller tout de suite sur la résolution de problèmes, c'est aller dans le monde de la solution, alors que la véritable compréhension réside dans l'exploration des causes. Ce que tu veux, c'est aller à la racine, trouver ce qui a mal été compris, que ce soit par toi ou par tes équipes. Et en particulier si tu vois toujours les mêmes problèmes réapparaître. Heureusement, il existe une méthodologie qui a fait ses preuves pour identifier les vraies causes et les résoudre définitivement. Et c'est un excellent moyen de booster ta croissance et de développer tes gens. Je te la présente en détail dans l'article en description. Petite pause rapide. Si tu veux approfondir les concepts que je te partage, tu peux accéder gratuitement à mon guide complet du Lean. Tu y trouveras toutes les newsletters que j'ai écrites chaque semaine depuis avril 2023. C'est un condensé d'idées, d'approches concrètes et d'exercices à pratiquer sur le terrain pour avoir une meilleure rentabilité, des équipes alignées, une meilleure croissance. C'est 100% gratuit, c'est accessible maintenant sur le premier lien dans la description. Et si tu veux approfondir un sujet avec moi, n'hésite surtout pas, bloque un appel, le lien est dans la description, c'est avec un très grand plaisir. Allez, c'est reparti. Toutes les entreprises, on entend que la satisfaction des clients est la priorité. Mais dans les faits, la plupart se comportent comme s'ils étaient une ressource à trouver et à exploiter. Et c'est peut-être ce qui se passe dans ta propre boîte en ce moment. Non, le client est un partenaire. Et pour vraiment le satisfaire, il faut comprendre en permanence ce qu'il valorise. C'est de cette façon que l'hôpital américain Mayo Clinic est devenu le meilleur groupe de santé du monde. Non pas en cherchant à faire entrer le maximum de patients, mais en analysant leurs besoins pour s'y adapter constamment. Pour y parvenir, ils ont suivi une approche qui leur a permis d'identifier et d'implémenter régulièrement des améliorations dans leur offre, jusqu'à être classé meilleur hôpital du monde en 2021. Tu peux t'en inspirer pour ta propre boîte et je t'explique comment dans l'article en description. Après l'avoir lu, tu auras entre tes mains une recette prouvée pour ravir et fidéliser tes clients. En plein Covid, cette entreprise a réalisé l'impensable et tu peux t'en inspirer pour ton entreprise. On est en 2020, les plaintes du secteur aérien explosent. Les scores chutent de 40 à 800% par rapport à 2019. Au milieu du chaos, une entreprise a maintenu le même score. Il s'agit de Southwest Airlines et je vais t'expliquer comment ils ont réussi cet exploit. Souvent, les entreprises lancent un produit et plus derrière, plus rien. Les feedbacks ne sont pas écoutés. Elles ratent des opportunités de croissance et la satisfaction client diminue. Southwest a décidé de faire l'inverse en misant sur l'écoute client et ce n'est pas juste des jolies phrases. Par exemple, alors que Ryanair facture jusqu'à 120 € aller-retour pour les bagages, Southwest ne facture pas les 2 premiers bagages enregistrés. Et ce n'est pas une décision prise au hasard. Pour faire ces choix stratégiques, ils utilisent une méthode bien précise. Je t'en parle dans un article, le lien est dans la description. Toutes les entreprises qui utilisent la méthode Agile risquent de connaître ça et tu seras content de le savoir maintenant. Agile est un excellent système de production pour développer un produit dans un contexte d'incertitude. Il y a un côté satisfaisant, les projets avancent rapidement, les sprints s'enchaînent, les idées se transforment en action et les feedbacks en amélioration. On a vraiment le sentiment d'avancer et c'est très motivant. Mais avec la croissance, cette méthode finit par perdre en efficacité. C'est ce que 2 dirigeants d'une petite start-up du digital ont vite compris en grandissant. Et en ajustant leurs pratiques sans perdre en agilité, ils ont réussi à multiplier leur chiffre d'affaires par 75 en 10 ans. Pour ça, ils ont fait évoluer l'agilité vers 4 principes clés. De mon côté, j'ai aussi constaté les limites de l'agilité dans mon entreprise et j'ai réalisé que j'avais besoin de plus pour soutenir ma croissance à venir. Je te raconte ces 2 histoires pour t'expliquer comment rester agile en scalant dans un article complet. Le lien est dans la description. Un processus suivi à la lettre ne fait pas un bon produit de qualité. Il nous fixe dans des cas particuliers et ne prend pas en compte la variabilité. Non, ce ne sont pas les process qui réussissent les produits, mais bien les personnes qui sont derrière. Ça nécessite une collaboration intense entre de nombreux services différents. Pour construire un bon produit, les besoins de toutes les dimensions de l'entreprise doivent être intégrés dans un ensemble cohérent. Et pour ça, il y a un chef d'orchestre, c'est le Chief Engineer. Pour moi, c'est le CEO du produit. C'est lui qu'il faut
développer, pas les process. Il assure que le produit répond aux préférences des clients, vise l'amélioration continue du produit tout en restant ciblé et gère les problèmes de développement. C'est ce qui permet de guider le produit vers le succès. J'ai écrit un article complet où je t'explique comment créer un produit leader sur ton marché et en quoi le rôle du Chief Engineer est crucial pour y parvenir. Le lien est dans la description. Quand on ajoute des fonctionnalités au produit, on pense l'améliorer. Mais souvent, c'est l'inverse et les conséquences sont désastreuses. Quand on se concentre sur l'ajout de fonctionnalités, on finit par créer un produit de plus en plus lourd avec des défauts et le client finit logiquement par le délaisser. Ton produit n'est pas un couteau suisse. Faire du produit, c'est penser en flux où chaque itération est une conversation avec ton client pour comprendre où est la valeur. Une évolution du produit ou de la gamme, c'est l'occasion d'ajouter ou de supprimer des choses qui gênent ton client pour tirer la croissance de ton business. Regarde l'un des produits les plus populaires dans le monde, l'iPhone. À chaque nouvelle version, Apple n'empile pas de nouvelles fonctionnalités. Ils ajustent précisément les améliorations des caractéristiques clés de l'iPhone et les déploient à intervalles réguliers. Pour y parvenir, ils ont un secret. J'ai écrit un article complet où je t'en parle en lien dans la description. Derrière tes stocks se cachent plusieurs problèmes et c'est ce qu'une épicerie américaine nous a aidé à comprendre en 1916. À cette époque, les commerçants servaient encore directement les clients avant que l'entreprise Piggly Wiggly donne naissance au self-service comme il existe aujourd'hui. 30 ans plus tard, un ingénieur japonais en visite aux États-Unis, Taishi Ohno, en tire une idée de génie et l'implémente dans les ateliers de Toyota. Produire uniquement ce que veut le client au rythme demandé dans le volume précis avec les ressources nécessaires. Cette approche encore utilisée aujourd'hui par Toyota va révéler les problèmes que cache le stock comme un manque de flexibilité ou de qualité qui provoque des coûts et une baisse de la satisfaction client et nous montrer pourquoi visualiser la demande est la clé pour éviter les erreurs de production. J'ai écrit un article qui te raconte cette histoire et explique en détail comment implémenter l'approche géniale de Toyota et de Taishi Ohno. Le lien est dans la description. Ta croissance rime avec stress et urgence, alors il faut que ça change. C'est ce qu'a vécu le CEO d'une grosse agence digitale française. Aujourd'hui, son entreprise tourne avec plus de 500 clients et tout le monde est beaucoup plus zen. Mais au départ, il pensait qu'il suffisait de mettre beaucoup d'efforts pour croître. Ce qui se passe, c'est que les équipes grandissent et qu'il y a beaucoup de projets à gérer. Les problèmes de qualité et les retards s'accumulent. Les clients se plaignent et les collaborateurs aussi. Alors tu mets des process et tu interviens de partout. Puis les mêmes problèmes reviennent, tu t'épuises et le burn-out pointe son nez. Ce CEO était dans la même situation. Puis il a compris comment se rendre au travail plus facile en rendant les problèmes visibles et en apprenant à les résoudre pour de bon. J'ai écrit un article où je te raconte en détail son parcours et ce qu'il a mis en place. Le lien est dans la description. Ta stratégie pour assurer la qualité, c'est d'empiler les contrôles. Prépare-toi à des complications. Il existe une approche totalement différente. Elle a permis à Toyota d'éviter la plus grande crise de son histoire après un accident mortel provoqué par un défaut de production. Je t'explique. Quand tu veux éviter les erreurs dans la chaîne de production, il est tentant d'ajouter de plus en plus de points de contrôle ou de mettre la pression sur les collaborateurs pour qu'ils vérifient 2 fois leur travail. Mais la vraie conséquence de cette pratique, c'est du gaspillage et de la surcharge cognitive et peut-être du manque d'intérêt. Et ça n'encourage pas l'autonomie et l'expertise. Il existe un système que tu peux mettre en œuvre pour entraîner les personnes et les machines à détecter par elles-mêmes les conditions qui vont les amener dans le mur et créer l'auto-qualité. En plus d'éviter les crises, il permet de se rapprocher du client, d'approfondir l'expertise de tes équipes et de renforcer surtout leur fierté du produit bien fait. J'ai écrit un article complet à ce sujet, le lien est dans la description. En voulant améliorer la qualité, tu peux être en train de la saboter. La boîte grandit et tu crées des procédures à respecter. Ça marche au début, mais sur la durée, il y a 2 effets secondaires. Le premier, c'est la hausse des défauts liés au fait que tes collaborateurs ne sont
pas stimulé. Le deuxième est un manque d'adaptabilité si la situation diverge du process. Il y a une alternative qui te permet de maintenir, de faire de la qualité en ajoutant du why dans le travail quotidien. Elle fonctionne pour former les nouveaux collaborateurs, mais aussi pour faire progresser les anciens. Mais surtout, elle te permet d'éviter les problèmes avant qu'ils atteignent le client. En formant tes collaborateurs au pourquoi et aux éléments du produit qui contribuent à la qualité pour les rendre autonomes et éviter les contraintes inutiles. Je t'explique en détail comment implémenter ça et les 4 pièges à éviter dans un article complet qui se trouve dans la description. Car comme tu le sais désormais, améliorer la qualité, arrête de penser comme un garagiste. Ce que je veux dire par là, c'est d'arrêter d'attendre de constater les défauts sur le produit fini pour l'envoyer en réparation. C'est une erreur stratégique majeure que je constate chez les boîtes que j'accompagne. Dans ta voiture, les voyants orange et rouge te permettent de signaler un problème technique avant qu'il se transforme en panne. De la même manière, tu peux incorporer ce système dans ta boîte pour créer une alerte quand un défaut de production est présent et éviter qu'il se propage dans toute la production et finisse par atterrir chez le client. Pour ça, j'ai une méthode à te proposer qui améliore drastiquement la qualité tout au long de la chaîne de production. J'ai écrit un article complet à ce sujet, le lien est dans la description. Micromanager est une bonne chose si tu le fais bien. Penser l'inverse, c'est une fausse excuse pour justifier un manque de soutien. Sans vue sur l'opérationnel, les mêmes défauts reviennent en permanence. Un bon manager doit donc être proche de ses équipes, non pas pour imposer sa méthode en dictant chaque action, mais pour s'assurer des conditions de leur succès. Il n'est pas question ici de surveiller chaque détail, mais plutôt de faire réfléchir pour faciliter la prise de décision. Donc un micromanagement efficace se concentre plus sur l'accompagnement et l'orientation plutôt que le contrôle permanent. C'est poser les bonnes questions, encourager l'initiative et valoriser l'apprentissage continu. Par exemple, au lieu de corriger directement les erreurs, pose les bonnes questions pour que les équipes les détectent par elles-mêmes. Le micromanagement, c'est tout simplement la proximité dont les collaborateurs ont besoin pour réussir. J'ai créé une série d'articles qui te montrent comment créer les conditions de travail idéales pour ton équipe et renforcer la confiance mutuelle. Le lien est dans la description. Parfois, en voulant standardiser, on encourage la médiocrité. Pour éviter les erreurs dans la chaîne de production, on crée des standards. Mais 90% du temps, on exige que tout le monde fasse la même chose. Résultat, on brille l'initiative des meilleurs et on encourage la médiocrité en gelant tout le monde dans un état compétitif bas. Plutôt que des procédures, il faut des points de contrôle faciles à mémoriser qui permettent à tout le monde de détecter les problèmes et à s'améliorer en continu. Le standard est donc un point de départ, une passerelle vers l'apprentissage. Il est individuel. Si 2 collaborateurs utilisent 2 standards différents qui conduisent au même niveau de performance, il n'y a pas de raison de les forcer à s'aligner. C'est avec cette méthode que j'ai accompagné plus de 800 dirigeants et managers vers une croissance sereine. Je t'en parle en détail dans un article complet. Le lien est dans la description. Mettre un baby-foot pour tes équipes est un manque de respect involontaire et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on entend parler de qualité de vie au travail de partout, mais tout ce qui est mentionné n'a aucun lien avec le travail. Des canapés, des cours de yoga, des baby-foot, bon bref, tu connais la musique. Si la qualité de vie au travail dans ton entreprise se résume au moment de pause, c'est un mauvais signe pour l'avenir. Respecter ses collaborateurs, c'est les rendre heureux dans leur travail et pas en dehors. Ils viennent au bureau pour ça et donc il faut se concentrer là-dessus. Et oui, tu peux rendre le travail plus fun tout en ayant de la performance. Pour ça, il faut redonner du sens à ce qu'ils font en ramenant de l'apprentissage et créer les bonnes conditions de travail pour leur réussite. C'est la philosophie d'entreprise comme Google et Toyota et tu peux t'en inspirer pour ta boîte. Bonne nouvelle, j'ai écrit un article complet à ce sujet que tu trouveras en description. Les gens sont paresseux et ne veulent pas changer, du coup je dois tout faire moi-même. J'imagine que ça te parle en tant que manager ou dirigeant et que tu considères peut-être que c'était un des facteurs qui t'empêche de croître. Pourtant tu peux changer ça et c'est nécessaire. Tes collaborateurs ne sont pas paresseux, ils sont juste bloqués dans un certain état d'esprit. En tant que manager ou dirigeant, ton rôle est de créer un déclic qui va les faire évoluer. Car si tu veux de la croissance pour ta boîte, il faut commencer par ceux qui la font tourner. Sinon les compétences stagnent, la compétitivité
productivité diminue et c'est toute la boîte qui est tirée vers le bas. Pour éviter ça et faire de tes collaborateurs des apprenants ouverts au changement, il y a 3 étapes à suivre. Je t'en parle dans un article complet, le lien est dans la description. Cette erreur de management part d'une bonne intention, mais tu fais du mal à ta boîte. Tu notes les pratiques de tes meilleurs collaborateurs, tu crées des process, tu définis des objectifs de performance, tu vérifies les résultats et quand ça ne fonctionne pas, tu essayes de comprendre ce qui va mal. La réalité, c'est que faire suivre des processus bêtement et des best practices peut épuiser tes managers et freiner ta croissance, car ça ne fait pas réfléchir tes collaborateurs. Dans 90% des cas, les erreurs viennent d'une mauvaise croyance. Ce qu'il faut, c'est créer un déclic pour les aider à trouver cette mauvaise croyance, changer d'avis et ainsi progresser. Et pour y parvenir, il y a une structure en particulier que tu peux mettre en place pour maintenir cette dynamique en scalant. Je l'ai notamment utilisé dans mes collaborations avec plus de 800 dirigeants et développer leur croissance de manière stable et sereine. Je te dis tout dans un article complet sur le sujet, le lien est dans la description et n'oublie pas. Et voilà, on a terminé avec ces 30 idées fausses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker. Dis-moi en commentaire quelle idée t'a plus plu, transformé, retourné la tête. Et n'oublie surtout pas, tu trouveras dans la description toutes ces idées fausses dans un guide complet que j'ai écrit sur le Lean. Tu retrouveras tout en détail dans la description. Tu peux aussi réserver un appel avec moi pour m'exposer ta problématique. N'hésite surtout pas, je ne mords pas. Je te retrouve de l'autre côté et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye.